Alors, nous allons maintenant commencer avec le discours en français. C'est un discours préenregistré puisque l'orateur ne pouvait pas être avec nous. Alors, il se peut que ça nous prenne quelques secondes à afficher la vidéo. Mais entre-temps, je peux vous parler de Bruno Jardin, qui va être notre conférencier. Alors, Bruno Jardin est né il y a 60 ans en France, et ça, c'est lui qui l'a écrit dans sa biographie. Ce n'est pas moi qui dévoile les âges de personnes. Alors, c'est ça. Bruno Jardin, né il y a 60 ans en France, à Laval, le chef-lieu du département de la Mayenne, dans le Pays de Loire. Après le lycée, il a fait une école hôtelière et a intégré la fonction publique hospitalière en 1984. Il a actuellement un statut d'agent de maîtrise, mais détaché et en poste pour la CGT depuis 1995. À la CGT, il est d'abord responsable de la communication pour la Fédération de la santé et de l'action sociale, qui est la première organisation syndicale représentative de la fonction hospitalière publique et du secteur privé. Il est actuellement Community Manager à la Confédération générale du travail et rédacteur en chef de l'organe officiel de cette organisation. Alors, si on est prêt, est-ce que l'on peut lancer la vidéo? Je suis Bruno, je suis ancien militant à la Fédération CGT de la santé, où j'ai été pendant quelques années responsable à la communication de cette organisation-là. Et puis ensuite, dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai souhaité faire autre chose et j'ai postulé à la Confédération générale du travail, où je suis community manager, c'est-à-dire que je gère les réseaux sociaux pour l'organisation syndicale. Alors, dans ma gestion des réseaux sociaux, c'est principalement Instagram, Twitter et puis Facebook. Donc, comme je suis quelqu'un de très attaché quand même à mes racines, c'est-à-dire à la Fédération CGT de la santé, donc les questions de santé ont toujours été un peu une passion pour moi et j'ai toujours gardé un œil ouvert sur l'actualité du secteur. Et j'ai donc saisi l'opportunité pour accompagner Philippe Martinez, qui est secrétaire général de l'organisation syndicale, à une manifestation de soutien pour la défense de l'hôpital de Guingamp. Hôpital de Guingamp, donc Guingamp, pour resituer un petit peu, c'est dans les Côtes d'Armor, dans l'ouest de la France, région Bretagne. Et donc c'est une ville moyenne, distante de une bonne trentaine de kilomètres, deux grosses structures hospitalières, à savoir Saint. Je me présente, je suis Bruno, je suis de soutien pour la défense de l'hôpital de Guingamp. Hôpital de Guingamp, donc Guingamp, pour resituer un petit peu, c'est dans les Côtes d'Armor, dans l'ouest de la France, région Bretagne. Et donc c'est une ville moyenne, distante de une bonne trentaine de kilomètres, deux grosses structures hospitalières, à savoir Saint-Brieuc et puis Morlaix. Donc le samedi 5 mars, la population de la ville de Guingamp s'était donné rendez-vous et fortement mobilisée d'ailleurs contre ce qui s'annonce pour une véritable catastrophe, comme étant une véritable catastrophe pour la population locale, à savoir la fermeture de la chirurgie 24 heures sur 24 et la maternité. Le bassin de vie de Guingamp, parce que c'est comme ça qu'on raisonne en termes de politique sanitaire, comporte un peu plus de 73 000 habitants. Et donc, effectivement, ces menaces représentent pour la population une très très grosse inquiétude.
inquiétude d'autant plus grande que les hôpitaux qui sont distants, comme je le disais précédemment, de quelques dizaines de kilomètres, sont, eux, pas tout à fait sûrs de pouvoir assurer et gérer le surcroît d'activité qu'engendrerait la fermeture de la maternité et puis la fermeture de la chirurgie. En outre, effectivement, on a tout ce qui peut se passer sur la route, et on sait qu'en termes d'effets d'urgence qui sont vitales, eh bien les kilomètres comptent, voilà. Donc c'est en finalité des décisions qui remettent en péril la population et le devenir de tout un territoire, puisque ça remet en cause l'attractivité d'une ville qui avait eu tendance un peu à être désertifiée dans les années précédentes, mais qui commençait un peu à relever la tête avec des entreprises qui s'installaient à nouveau. Ce qui nous questionne, nous, à la CGT, c'est qu'on a un gouvernement qui n'a pas su tirer enseignement des crises précédentes, et notamment de la crise du coronavirus. Alors, je rappelle quand même que la crise du coronavirus, en France, a fait 143 000 victimes et a mis en exergue l'extrême fragilité du tissu sanitaire et social du pays. On peut même rajouter que ça a coûté cher en termes d'impact économique, parce que peut-être pas pour le premier confinement, mais pour les autres, on sait pertinemment que c'est parce que on arrivait à une saturation de lits de réanimation dans les hôpitaux qu'on a confiné les populations, ou qu'on a instauré des mesures drastique de plus pouvoir bouger les week-ends, s'éloigner de son domicile, donc un impact économique certain. Donc, ce qui se passe à Guingamp, pour nous, c'est quand même symptomatique d'une volonté gouvernementale de poursuite, de casse des services publics. Alors là, je globalise un peu, parce que c'est vrai que... Je peux vous aider à trouver des services publics. C'est Siri qui s'est déclenché pendant que j'étais en train de relire quelques notes, donc mais je vous le laisse aussi, ça. Je le couperai pas au montage. Donc oui, volonté de casse des services publics dans l'agglomération. Ainsi, c'est le commissariat de police qui a disparu, remplacé par la gendarmerie, alors qu'avant on était sur une zone et police et gendarmerie. C'est de nombreux secteurs qui ont connu de véritables hémorragies d'emploi, donc à la poste, aux finances publiques, et aujourd'hui, évidemment, c'était le tour de l'hôpital public. Donc, situation de Guingamp qui n'est pas forcément très isolée de ce que vivent un peu les territoires ruraux dans notre pays. Voilà. Les gouvernements successifs ont multiplié les fermetures de lits, les fermetures de services, les fermetures d'hôpitaux. Et c'est pour nous une véritable destruction de notre maillage territorial sanitaire, qui a fait peut-être de la France un des meilleurs pays au monde. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, avec tout juste 6 lits pour 1000 habitants, la France n'est plus qu'au 9e rang des pays de l'Organisation des coopérations et de développement économique, l'OCDE. Voilà. Pour illustrer le propos, peut-être que je vais vous redonner quelques chiffres. En 2018, selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études et des Évaluations et de la Statistique, c'est l'adresse, près de 4200 lits d'hospitalisation complète ont disparu.
Voilà. Sur la période 2013-2018, pas moins de 60 hôpitaux publics ont mis la clé sous la porte. Et en 2019, le nombre d'établissements publics a baissé de 3,7%. Au total, sur les 20 dernières années, on a assisté à la disparition de près de 100 000 lits d'hospitalisation. En parallèle de ça, depuis 1980, s'opère un véritable déplacement de la sphère de l'hospitalisation publique vers la sphère de l'hospitalisation privée. Et c'est d'ailleurs à cette époque que se créent les grands groupes privés de santé lucratifs. Alors on a Général de Santé, mais on a un autre groupe qui est tristement célèbre dans la période, qui est le groupe Orpea. Groupe Orpea, qui est quand même la démonstration de ce qui peut se faire de pire en termes de maltraitance institutionnelle quand on veut faire du profit sur, là en l'occurrence c'est la dépendance, mais voilà, l'ouvrage et l'enquête fouillée d'un journaliste a démontré par exemple que, et là aussi nous on a des témoignages à l'appui, que par exemple le cuisinier était obligé de faire les 5 repas de la journée pour 4 € et des brouettes. 5 repas de la journée, c'était le repas du matin, le repas du midi, la collation de goûter, et puis le repas du soir. Alors pardon, là je me suis trompé, je ne sais plus compter, c'est 4 repas, c'est pas 5 repas. Voilà. Donc, maximiser à outrance le profit, voilà ce que ça donne chez Orpea Clinéa. Mais je pourrais vous donner un autre exemple de l'ironie du système. Les hôpitaux sont payés à l'activité, ça s'appelle la T2A. Et donc ça veut dire qu'en fonction du nombre d'actes qui sont opérés par un établissement, il reçoit des recettes financières. Alors déjà, première chose qui ne va pas, c'est que les dés sont pipés et qu'on revoit le tarif des actes en fonction de ce que le Parlement a décidé en matière de volume des dépenses de santé. Donc là, première chose qui est biaisée. Et puis la seconde chose qui biaise, c'est que l'hôpital public, par rapport au système sanitaire privé, il ne choisit pas forcément ses patients. Ça veut dire que moi je suis directeur d'une clinique privée, je vais me positionner sur des opérations chirurgicales qui rapportent, et ce qui ne rapporte pas, il suffit pas j'embauche de chirurgiens, et donc forcément je ne ferai pas. Et tout ça, ça va atterrir à l'hôpital privé. Et à l'hôpital, on va retrouver par exemple des cancers au stade terminal, où là on commence à traîner dans les services de médecine et tout ça. Et bon, effectivement, toute la partie qui rapportait les chimiothérapies qui se développaient en ambulatoire et tout ça, ça on le retrouvait dans le secteur privé. Et puis toute la partie fin de vie, soins palliatifs, où on sait que là ça rapporte moins en matière de tarification d'activité, et bien ça on va le donner au secteur privé. On va le donner au secteur public, pardon. Autre exemple, quand on rentabilise le soin à outrance, vous savez que les hommes ont des petits soucis de prostate autour de la soixantaine. Une préservation nerveuse dans le cadre d'une opération de la prostate, ça prend plusieurs heures obligatoires. Alors qu'on peut faire ça aussi très rapidement en secteur privé, et on n'est peut-être pas obligé de passer autant de temps dans le bloc opératoire, avec les conséquences que je vous laisse aisément imaginer. Voilà. Donc, cette situation
dépenses de santé contraintes, de développement de l'hospitalisation privée sans forcément, avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, fait que l'hôpital public est malade et que rien n'est fait pour améliorer la santé. Pardon, des hôpitaux, voilà, où là, je voulais dire, rien n'est fait pour améliorer la situation. Donc, en raison d'une asphyxie financière progressive, les hôpitaux sont obligés de se transformer en véritables centres de rentabilité. Alors, avec les contraintes que j'ai énumérées précédemment, mais oui, effectivement, donc, faut savoir aussi que dans les hôpitaux publics, les budgets hospitaliers, c'est grosso modo 80%, 70 à 80%, c'est des dépenses de personnel. Donc voilà, aujourd'hui quand on donne 100 € à l'hôpital public, eh bien il y a 70 ou 80 en fonction de la typologie d'établissement qui servent à rémunérer les personnels. Donc vous imaginez bien que dans un cadre financier contraint, eh bien la première des choses que va faire le gestionnaire hospitalier, c'est de tailler dans les dépenses de personnel. Et donc, là-dedans, on rentre un petit peu dans une spirale infernale, c'est-à-dire moins de dépenses de personnel, diminution des durées de séjour, donc augmentation du taux de rotation dans les lits, et au bout du bout, c'est une profonde dégradation des conditions de travail. Et dans le contexte sanitaire actuel, vous savez que ça fait 2 ans qu'on traverse quand même une crise grave liée à l'épidémie de coronavirus. La première conséquence, c'est la fuite massive des personnels des hôpitaux. Et quand je dis fuite massive, ça se traduit aussi par une augmentation de l'absentéisme. Alors, un chiffre quand même, chiffre 2020, on n'a pas de chiffre depuis, c'est que le taux d'absentéisme s'est situé, selon les employeurs publics, la Fédération hospitalière de France, entre 9,5 et 11%. Voilà. Plus grave, autre signal qui donne écho à la dégradation des conditions de travail et à la perte d'attractivité de l'hôpital public, c'est la fuite des étudiants infirmiers en formation. Vous savez que les étudiants infirmiers en formation, pendant la pandémie, on les a mis comme ça en première ligne aussi dans les services, on les a fait faire faisant fonction d'infirmiers, faisant fonction d'aide-soignante, et donc on en a eu entre 2018 et 2021 plus d'1 millier à démissionner. Voilà, et puis on rajoute à tout ça les postes vacants qui sont dans les hôpitaux, et donc là aussi c'est pareil, on situe le chiffre de postes vacants dans les hôpitaux entre 2 et 5% en fonction des établissements. Voilà. Alors, face à tout cela, pour mon organisation syndicale, eh bien, il faut changer de logique. La question de l'avenir du service hospitalier, du service public hospitalier, elle est primordiale. La crise nous a démontré qu'on a besoin économiquement d'un service public mieux armé, avec plus de personnel, plus de moyens en matériel. Je rappelle quand même la crise du coronavirus, le personnel hospitalier qui travaillait sans masque, qui travaillait avec des sacs poubelles en guise de surblouse. Financé par une sécurité sociale qui prenne en charge l'ensemble des besoins de la population. Voilà. Avant tout, c'est aussi un problème de protection sociale, de financement de la protection sociale. Et pour mon organisation syndicale, c'est donc à l'État qu'il revient de garantir à chaque individu, quels que soient ses moyens financiers, un accès à des soins de qualité. Cela peut se faire en renouant avec les principes fondateurs de la sécurité sociale qui sont issus du Conseil national de la résistance, un financement de la protection sociale à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens pour y contribuer.
C'est notre socle fondamental. Voilà. La sécurité sociale est notre bien commun. Et pour mon organisation syndicale, il convient d'élargir son socle pour couvrir de nouveaux besoins et relever des défis de demain qui sont un vieillissement de la population, qui sont la perte d'autonomie, des nouvelles missions autour de la protection de l'enfance, et l'enrichir en incluant toutes les formes de prévention. Et puis enfin, et par rapport à tout ce que je vous expliquais précédemment, il faudra obligatoirement mettre pour nous un terme à la marchandisation de la santé et même inverser son processus. Et on voit effectivement ce que ça donne dans un certain nombre de pays. Je prendrai que l'exemple des USA, où on est soigné en fonction de ses moyens. Aujourd'hui, en France, on a encore la chance de ne pas être tout à fait là. Et ben, faisons que demain, effectivement, on ne soit jamais obligé de sortir sa carte bleue préalablement avant de monter dans une ambulance du SAMU. Je vous remercie. Bon, désolé du petit pépin. J'ai osé toucher mon ordinateur pendant que je faisais un partage d'écran. Puis, bref, j'ai dû recommencer la vidéo à peu près où je pensais que c'était. Désolé. On va maintenant, encore une fois, parce qu'on a pris un peu de retard, on va faire ça vite. On va passer à l'anglais. Donnez-nous 5 minutes, s'il vous plaît, juste pour changer les interprètes en cabine. Et on se revoit sous peu pour les discours en anglais. Merci.